Mes parents ont réclamé mon pantouse de 3 billions € pour ma sœur au tribunal. Le juge a diffusé mes images de vidéosurveillance et ils ont pâli. Je me suis assise sur la chaise en bois froide et inconfortable de la table des accusés, regardant ma mère tamponner méticuleusement les coins de ses yeux avec un mouchoir froissé. Elle ne pleurait pas vraiment, bien sûr. Béatrice Lancaster pleurait rarement pour quelqu'un d'autre qu'elle-même, et certainement jamais pour moi. Elle faisait juste un numéro pour le juge, essayant de toutes ses forces de faire couler de fausses larmes pendant que l'avocat de mon père plaidait avec passion pour que je sois légalement forcé de remettre la maison que j'avais mis 6 années épuisantes à m'offrir. De l'autre côté de la salle d'audience, ma petite sœur, Pénélope, était affalée sur sa chaise, ignorant complètement la gravité des procédures légales qui se déroulaient autour d'elle. Elle faisait défiler l'écran de son téléphone, son pouce glissant sans fin, regardant probablement des catalogues de meubles haut de gamme. Je pouvais presque la voir redécorer mentalement mon salon, remplaçant mon art moderne soigneusement choisi par n'importe quelle poubelle bon marché et tendance qu'elle avait vue sur les réseaux sociaux ce matin-là. Elle portait un jean de créateur déchiré et un haut court moulant, apparemment inconscient tout se moquant éperdument qu'elle se trouvait dans un vrai tribunal. Mon père, Harrison, était assis à côté de ma mère, l'air incroyablement sévère et vertueux, bombant le torse comme un roi réclamant son juste tribut à un paysan désobéissant. Quand la juge Sylvia Thornton en eut enfin assez du discours hautement théâtral de l'avocat adverse sur les obligations familiales profondes et les devoirs moraux. Elle regarda par-dessus ses épaisses lunettes de lecture et demanda si la défense avait une première réponse avant que nous n'allions plus loin. Je me suis levé. Je sentais mon cœur battre à un rythme effréné contre mes côtes, mais mes mains, étonnamment, étaient complètement stables. Je me suis dirigé vers la table des pièces à conviction en bois au centre de la pièce et j'ai posé une grande tablette à plat sur la surface. Sans dire un mot, j'ai tapé une fois sur l'écran. La première vidéo a commencé à être diffusée immédiatement sur le moniteur à affichage quartz. Il s'agissait d'images de sécurité haute définition de mon immeuble de luxe, d'une clarté cristalline, même dans la pénombre du couloir. L'horodatage dans le coin inférieur droit indiquait le 28 avril, à 2:17 h du matin. Il y avait Pénélope, debout juste devant ma lourde porte d'entrée en chêne, essayant agressivement de coincer une clé de frappe en métal dans le pêne dormant. Quand la serrure a refusé de tourner, elle a donné un coup de pied dans le cadre de la porte de frustration et on a pu l'entendre clairement dire à quelqu'un hors champ, « Je vais juste attendre qu'elle me donne le code ». La main de ma mère, celle qui tenait le mouchoir sur ses yeux secs, s'est figée en l'air. L'expression vertueuse et arrogante de mon père a fondu instantanément pour laisser place à une pâleur absolue de fantôme. La salle d'audience entière est devenue si terriblement silencieuse que l'on pouvait entendre le faible bourdonnement du climatiseur fonctionnant au plafond. Je suis Geneviève Lancaster. J'ai 28 ans et, pendant toute ma vie, j'ai été l'employé invisible et non rémunéré de ma propre famille. J'ai passé mon enfance à regarder mes parents pratiquement vénérer ma petite sœur, la traitant comme une reine absolue tout en me jetant les restes de leur temps et de leur affection. Grandir dans notre modeste maison de banlieue à paliers multiples a été une classe de maître quotidienne en matière de traitement inégal. Je n'ai jamais eu de vraie chambre. Pénélope a eu l'immense suite parentale au bout du couloir, celle avec la magnifique baille vitrée et l'immense dressing. Parce que, selon ma mère, une fille en pleine croissance a simplement besoin de son espace pour s'exprimer. Moi, d'un autre côté, j'ai eu la salle de stockage convertie juste à côté du placard à balai. Il y faisait toujours un froid glacial en hiver, une chaleur étouffante en été, et ça sentait toujours légèrement la rouille et la vieille poussière à cause du chauffe-eau qui grondait à côté. Chaque fois que je ramenais à la maison un bulletin de notes avec une moyenne parfaite de 3,9, figurant au tableau d'honneur chaque semestre sans faute, mes parents y jetaient à peine un coup d'œil. Ils disaient, « C'est bien, chérie. » Et peut-être, s'ils s'en souvenaient, m'achetaient un hamburger bon marché au service au volant d'un fast-food. Mais quand Pénélope a finalement réussi à obtenir son permis de conduire à sa 3e tentative angoissante, ils ont organisé un immense barbecue dans l'arrière-cour. Ils ont invité 40 personnes, acheté une quantité ridicule de nourriture et lui ont présenté les clés d'une voiture. J'ai appris très tôt que l'amour dans la maison Lancaster était une monnaie transactionnelle, et mon compte était en permanence à découvert. J'étais juste le personnage de fond ennuyeux dans la vie brillante et parfaite de Pénélope. Mais alors que je me tenais dans cette salle d'audience, regardant la couleur se vider complètement des visages de mes parents pendant que la juge regardait ma sœur essayer de s'introduire chez moi, j'ai réalisé quelque chose d'important. Il m'avait rendu invisible pendant 28 ans. Mais aujourd'hui, juste ici dans cette pièce, ils allaient enfin me voir.
L'illusion selon laquelle Pénélope était un génie fragile et spécial qui avait juste besoin d'un soutien financier et émotionnel sans fin a commencé tôt, et elle a dicté chaque dynamique dans notre foyer. Pendant mes années de lycée, je travaillais 20 heures épuisantes par semaine dans une épicerie locale. Je passais mes soirées à sentir les vieilles boîtes en carton et la cire à plancher industriel, à scanner des codes-barres jusqu'à ce que ma vue se brouille, juste pour m'offrir des choses de base comme des chaussures décentes et des fournitures scolaires. J'ai dû acheter mon propre ordinateur portable d'occasion très abîmé pour mes cours de programmation parce que mes parents m'ont regardé dans les yeux et m'ont dit qu'ils ne pouvaient tout simplement pas se permettre de m'acheter un ordinateur. Pourtant, mystérieusement, quelques mois plus tard, lorsque Pénélope a eu 18 ans, on lui a offert un MacBook Pro flambant neuf et haut de gamme. Cela malgré le fait qu'elle ne l'a jamais utilisé pour autre chose que publier des autoportraits filtrés sur les réseaux sociaux et regarder des heures interminables de tutoriels de maquillage. Pénélope recevait également une allocation mensuelle régulière de 200 € juste pour exister en tant que membre de la famille. J'ai demandé une allocation une fois, quand j'avais 15 ans, dans l'espoir de réduire mes heures à l'épicerie pour pouvoir étudier davantage pour mes examens de placement avancés. Mon père a ri aux éclats et m'a dit que le caractère se forge par un travail acharné, et non par la charité. Alors, j'ai travaillé. J'ai déversé tout mon profond ressentiment, toute cette rancune brûlante et étouffante, dans mon éducation. J'ai rapidement appris que la rancune est un carburant incroyablement puissant si l'on sait exactement comment le canaliser. J'ai été accepté à l'université de Washington pour un programme rigoureux en informatique. Chaque centime de mes frais de scolarité a été payé par des bourses d'études, des prêts étudiants fédéraux et en occupant plusieurs emplois à temps partiel simultanément. Pendant ce temps, mon fonds d'études, celui que mes parents étaient censés économiser pour nous deux depuis que nous étions enfants, est entièrement allé aux frais de scolarité de Pénélope dans un collège communautaire. Elle a tenu exactement 2 semestres avant d'échouer complètement parce qu'elle refusait tout simplement de se réveiller pour les cours du matin. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec la plus haute distinction, au tout premier rang de ma promotion, mes parents se sont vraiment présentés à la cérémonie. J'ai pensé, juste l'espace d'une brève et stupide seconde, que peut-être ils étaient enfin fiers de moi. Mais ils sont partis au milieu des discours de remise des diplômes parce que Pénélope les a appelés en pleurant de manière hystérique. Elle avait besoin d'aide pour emménager dans son 3e appartement en 2 ans, et c'était une urgence absolue. Ils sont sortis du stade avant même que mon nom ne soit appelé dans le haut-parleur. Ma carrière a commencé dans une petite jeune entreprise technologique où je gagnais 68 000 € par an. Je vivais dans un minuscule studio exigu à Northgate, je conduisais une vieille berline rouillée de 15 ans qui tremblait quand je prenais l'autoroute, je mangeais du riz et des haricots pour le dîner, et j'économisais de force 30% de chaque chèque de paie. Pénélope, en revanche, vivait à la maison sans payer de loyer, a accidenté la voiture de luxe de ma mère 2 fois sans conséquence, et a rebondi entre divers emplois dans la vente au détail qu'elle quittait au moment exact où un gérant lui demandait de travailler un week-end. Au moment où j'ai eu 26 ans, j'avais stratégiquement changé d'entreprise, négocié des augmentations agressives, et décroché un rôle très convoité d'architecte logiciel principal dans un cabinet majeur. Mon salaire a bondi à 320 000 € par an, plus un ensemble d'actions de l'entreprise très généreux. J'ai légèrement amélioré ma vie, mais j'ai continué à économiser de l'argent comme si ma vie en dépendait, car dans mon esprit, c'est ce qui se passait. Je savais que je n'avais aucun filet de sécurité. Si je tombais, mes parents enjamberaient mon corps pour prendre des nouvelles de Pénélope. Après 5 ans à travailler 70 heures par semaine et à vivre bien en dessous de mes moyens réels, j'avais économisé 640 000 € en argent comptant pour un acompte. Je n'ai pas parlé de mes promotions à ma famille. Je ne leur ai pas parlé de mon compte d'épargne en croissance rapide. Je suis juste allé tranquillement à la banque, j'ai signé l'énorme pile de papier, et j'ai acheté mon sanctuaire ultime. C'était un vaste penthouse de 3 billions € au 18 étages d'un immeuble de luxe à Capitol Hill. Il y avait 2 chambres spacieuses, 2 salles de bain massives, et des fenêtres en verre du sol au plafond qui offraient une vue panoramique à couper le souffle sur la baie d'Elliott et les montagnes lointaines. J'ai engagé un concepteur professionnel pour le meubler sur mesure exactement à mon goût. J'ai construit un immense bureau à domicile équipé de 3 moniteurs très larges. Pour la première fois de ma vie, j'avais un espace physique qui était beau, paisible, et entièrement à moi. Puis j'ai fait la plus grande erreur de ma vie d'adulte. Dans un moment de faiblesse, espérant encore une approbation parentale basique, j'ai invité ma mère et mon père à venir le voir. Ils sont sortis de l'ascenseur privé et sont entrés dans mon vestibule élégant et minimaliste. Et immédiatement, l'énergie dans ma maison a changé.
J'ai eu l'impression exacte qu'un seau d'eau glaciale avait été déversé sur mon sanctuaire paisible. Ma mère n'a pas dit félicitations. Elle n'a pas dit qu'elle était fière de moi ou que la vue était magnifique ou que mon travail acharné avait porté ses fruits. Au lieu de cela, elle a immédiatement sorti son téléphone et a commencé à prendre des photos en rafale de la salle de bain principale, se concentrant spécifiquement sur le pommeau de douche à effet pluie coûteux et les comptoirs en marbre importés. Je pouvais entendre son téléphone sonner à plusieurs reprises pendant qu'elle envoyait les photos directement par message texte à Pénélope. Mon père s'est dirigé vers le panneau d'intégration de la maison intelligente monté sur le mur du salon. Il a tapé sur l'écran tactile à quelques reprises, a froncé les sourcils devant les réglages de température, puis s'est tourné vers moi avec un regard profondément amer sur le visage. Il a demandé très brutalement, sans préambule, exactement combien d'argent j'avais payé pour l'endroit. En y repensant, je sais que je n'aurais pas dû le lui dire. J'aurais dû changer de sujet, mais je lui ai dit. Quand le chiffre de 3 billions € est sorti de ma bouche, il s'est réellement moqué à voix haute. Il a croisé les bras sur sa poitrine, a regardé autour de mon salon immaculé, et a dit « Eh bien, ce doit être agréable de dépenser notre argent de manière aussi frivole. » Je l'ai regardé, sincèrement confuse pendant un moment. Je lui ai rappelé, en gardant ma voix aussi calme et stable que possible, que j'avais acheté cette propriété entièrement avec mes propres revenus. Chaque centime de la compte de 640 000 € provenait directement de mon compte bancaire personnel. Il a agité la main de manière dédaigneuse, comme si j'étais un enfant se disputant au sujet d'un jouet. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit que leur génétique supérieure m'avait donné l'intelligence requise pour gagner ce salaire ridicule en premier lieu. Donc, techniquement, ils avaient contribué à l'achat. Ils avaient construit mon cerveau, a-t-il soutenu, ils possédaient donc légitimement une part significative des profits qu'ils généraient. J'ai pensé qu'ils faisaient une plaisanterie terrible et de mauvais goût. Ce n'était pas le cas. Exactement 2 semaines plus tard, le concierge de mon immeuble a appelé dans mon appartement. Il avait l'air incroyablement stressé et désolé. Il a dit que mes parents et ma sœur se tenaient actuellement dans le hall principal, exigeant bruyamment d'être conduits à mon étage. J'ai dit au concierge que je n'attendais absolument personne et lui ai donné l'ordre de les renvoyer immédiatement, menaçant d'appeler la sécurité de l'immeuble s'ils refusaient de partir. Pendant l'heure qui a suivi, mon téléphone portable a littéralement explosé. Ma mère m'a appelé 17 fois de suite. Quand je n'ai pas répondu, elle a commencé à laisser des messages vocaux de plus en plus hystériques. Elle a crié dans le téléphone que j'étais un monstre ingrat et égoïste. Elle a dit que Pénélope traversait une période très difficile et avait désespérément besoin d'un endroit agréable et stable où vivre. La période difficile, j'ai découvert plus tard par un parent, était que mes parents avaient finalement, après 25 ans, demandé à Pénélope de contribuer pour un montant de loyer infime et symbolique, et elle avait piqué une colère noire détruisant la maison. Le dernier message vocal de ma mère exigeait que je fasse mes valises, que je retourne dans un studio bon marché et que je donne à Pénélope les clés et les codes d'accès aux Penthouse parce qu'elle méritait de vivre dans un bel endroit pour l'aider avec sa santé mentale. J'ai bloqué tous leurs numéros de téléphone immédiatement. Je me suis versé un grand verre de vin coûteux, je me suis assise sur mon balcon en regardant l'océan sombre, et j'ai supposé qu'ils finiraient par abandonner quand ils réaliseraient que je les ignorais complètement. J'avais tort. L'audace pure des liens du sang est une chose terrifiante. 2 jours plus tard, on a frappé un coup sec et agressif à ma porte d'entrée. Ce n'était pas ma famille. C'était un homme dans un costume bon marché et mal ajusté tenant une épaisse enveloppe manille. Il a demandé si j'étais Geneviève Lancaster. Quand j'ai répondu oui, il m'a poussé la lourde enveloppe sur la poitrine, a dit « Vous avez été assigné » et s'est éloigné rapidement vers l'ascenseur. Je l'ai ouverte là, debout dans le couloir. C'était une action civile officielle. Harrison et Béatrice Lancaster me poursuivaient devant le tribunal de comté, exigeant le transfert légal immédiat de ma propriété à leur nom, affirmant officiellement qu'ils avaient fourni la compte et que le Penthouse appartenait de droit à ma sœur. La guerre froide de mon enfance était terminée. La véritable guerre avait officiellement commencé. Je suis retourné lentement dans mon salon, mes jambes semblant étrangement engourdies et lourdes, et j'ai laissé tomber l'énorme pile de documents légaux sur ma table basse en verre immaculé. Le bruit du papier frappant le verre a résonné dans l'appartement silencieux. Je me suis assise sur le bord de mon canapé et je me suis forcé à lire la plainte, page angoissante par page. J'étais sincèrement et profondément impressionné par l'audace pure et non altérée imprimée en noir et blanc. Mes parents, dont je savais pertinemment qu'ils avaient peut-être un total de 18 000 € restant sur leur compte d'épargne retraite,
affirmait légalement à un juge qu'il m'avait donné 640 000 € en argent comptant pour acheter ce pantouse. De plus, il soutenait dans un document judiciaire officiel que le bien-être émotionnel et les besoins en logement de Pénélope l'emportaient légalement sur mon droit de propriété. Ils avaient en fait payé un avocat pour écrire ce sentiment ridicule dans un dépôt légal contraignant. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas paniqué ni jeté des objets. Mon cerveau est simplement passé en mode développeur. Lorsqu'un programme logiciel complexe génère une erreur catastrophique massive, vous ne vous asseyez pas là pour pleurer sur l'injustice de la chose. Vous consultez les journaux du système. Vous isolez les défauts informatiques causant l'échec et vous les détruisez systématiquement ligne par ligne. J'ai passé un appel téléphonique à Valérie Chen. C'était une avocate très agressive et largement recommandée, dont le cabinet se spécialisait exclusivement dans les litiges immobiliers complexes et les conflits de propriété. Je suis allé à son bureau en centre-ville dès le lendemain matin et je lui ai remis l'épaisse enveloppe manille. Valérie s'est assise derrière son immense bureau en acajou, ajustant ses lunettes de créateur, et a lu l'intégralité de la plainte dans un silence total pendant environ 10 longues minutes. Quand elle a atteint la dernière page, elle s'est penchée en arrière dans sa chaise en cuir coûteuse et a laissé échapper un rire fort et sincère qui m'a fait sursauter. Elle a jeté les papiers sur le bureau d'un coup de poignet. C'est sans aucun doute l'appropriation de propriété la plus infondée et la moins bien construite que j'ai vue en 15 ans de pratique du droit, a déclaré Valérie en secouant la tête avec incrédulité. Ils affirment légalement qu'ils vous ont remis plus d'un demi-million d'euros, mais ils n'ont joint absolument aucun relevé bancaire, aucun chèque annulé et aucun reçu de virement bancaire, rien. Le seul document à l'appui est une déclaration sous serment signée par votre oncle disant qu'il a entendu dire qu'il vous avait aidé financièrement. Je lui ai confirmé, en la regardant droit dans les yeux, que mes parents ne m'avaient jamais donné un seul euro pour le pantouse. En fait, ils ne m'avaient jamais donné un euro pour quoi que ce soit depuis le jour où j'ai eu 18 ans. Valérie m'a regardé, son expression devenant incroyablement vive et sérieuse. Elle a croisé les mains sur le bureau, se penchant en avant. D'accord, Geneviève, nous avons deux options ici. Nous pouvons déposer une requête rapide en rejet, les traîner dans une salle de médiation et régler cela discrètement pour les faire partir avec un minimum de drame. Ou nous pouvons passer à la phase de découverte, déballer chaque pièce de linge sale sous la lumière éblouissante d'un tribunal et les détruire absolument devant un juge. Que voulez-vous faire? J'ai regardé par la fenêtre du bureau de Valérie la ligne d'horizon tentaculaire de Seattle. J'ai pensé à la salle de stockage qui sentait la rouille. J'ai pensé à la cérémonie de remise des diplômes universitaires qu'ils avaient quittés. J'ai pensé à mon père debout dans mon salon, me disant avec confiance que mon cerveau était sa propriété. Je me suis tourné vers Valérie, ma voix d'un calme mortel et parfaitement régulière. Je veux les détruire. Ne laissez absolument rien de leur argumentaire. Valérie a souri. C'était un sourire terrifiant et brillant. Au travail alors, a-t-elle dit. Elle a immédiatement déposé notre réponse au tribunal, niant complètement toutes leurs allégations et exigeant des preuves documentées strictes des contributions financières massives que mes parents alléguaient. Winston Carmichael, l'avocat que mes parents avaient je ne sais comment réussi à payer, a riposté durement. Il a soutenu dans ses dossiers qu'il existait des accords verbaux profonds et des ententes familiales qui prévalaient sur de simples traces papier. Le juge assigné à notre audience préliminaire a autorisé l'affaire à passer à la phase de découverte, supposant probablement qu'une fois des preuves matérielles réelles exigées, tout ce gâchis ridicule se résoudrait de lui-même et qu'ils abandonneraient les poursuites. Cela nous a donné exactement 6 semaines pour préparer nos armes. La phase de découverte du procès a été incroyablement révélatrice, principalement parce qu'elle a exposé à quel point ma famille était prête à être désespérée, malveillante et fondamentalement négligente pour obtenir ce qu'elle voulait. J'ai donné à Valérie un accès complet et sans restriction à toute ma vie financière. J'ai remis des années de déclaration de revenus, mes contrats de travail, mes relevés bancaires montrant mon salaire déposé toutes les 2 semaines comme une horloge. Et le reçu officiel du virement bancaire montrant la compte passant directement de mon compte d'épargne personnelle à la société de titres. Valérie était ravie de la documentation. Vous êtes ingénieur, a-t-elle dit, feuilletant joyeusement les classeurs à code couleur parfaitement organisés que j'avais apportés à son bureau. Vous documentez absolument tout. Une habitude prise en corrigeant du mauvais code, ai-je répondu d'un ton neutre. Consigner chaque événement. Quand Winston Carmichael a finalement soumis les prétendues preuves de mes parents, Valérie m'a convoqué dans son bureau immédiatement. Elle a posé une petite pile de courriers électroniques imprimés sur la table de conférence. Mes parents soumettaient cela comme leur preuve irréfutable.
Il s'agissait d'impressions de courriers électroniques prétendument envoyées depuis mon adresse personnelle directement à ma mère. Le texte promettait explicitement que j'achetais le Pantouse de Capitol Hill spécifiquement pour Pénélope et que je transférerais officiellement l'acte de propriété à son nom dans l'année suivant la conclusion. J'ai regardé les papiers, ressentant une vague froide de dégoût. Je n'ai jamais écrit cela de ma vie, ai-je dit en pointant du doigt la formulation. Valérie a hoché la tête lentement. Je sais que la formulation est entièrement différente de la façon dont vous communiquez, mais cela semble un peu convaincant sur papier pour un profane. J'ai sorti mon ordinateur portable juste là, dans son bureau. J'ai demandé à Valérie de faire en sorte que Winston envoie les versions électroniques des messages, affirmant que nous en avions besoin pour notre examen des dossiers numériques. Dès que les fichiers numériques sont arrivés dans ma boîte de réception, j'ai ouvert le code source brut des en-têtes. Il m'a fallu moins de 3 minutes pour trouver la vérité. J'ai pointé l'écran pour que Valérie puisse voir. Regardez les métadonnées juste ici. Ceux-ci n'ont pas été envoyés par les serveurs de mon fournisseur de messagerie. Ils ont été générés à l'aide d'un site web temporaire de faux courriers électroniques anonymes. Et si vous tracez l'adresse de protocole Internet d'origine juste ici dans le bloc d'en-tête. J'ai effectué une recherche rapide d'adresses de protocole Internet dans une base de données. Cela remonte directement au fournisseur d'accès Internet et à l'emplacement géographique exact de la maison de mes parents en banlieue. Ils les ont falsifiés depuis leur propre salon. Les yeux de Valérie se sont illuminés d'une excitation prédatrice et dangereuse. Oh, le juge va absolument les crucifier pour avoir soumis de faux documents au tribunal. Mais les documents falsifiés n'étaient même pas la meilleure partie de notre arsenal. Parce que j'adorais la technologie de la maison intelligente et parce que je tenais à ma vie privée, j'avais installé des caméras de sécurité de haute technologie connectées au nuage informatique tout autour de la porte de mon Pantouse et à l'intérieur de mon vestibule le jour même où j'ai emménagé. J'ai passé un week-end entier à extraire les registres du nuage informatique des 2 derniers mois, passant en revue des heures d'images de couloirs vides. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang, puis m'a fait bouillir d'une rage absolue. Je me suis assise dans le bureau de Valérie et je lui ai passé les extraits vidéo sur le grand écran. Le 28 avril, Pénélope essayant de crocheter la serrure. Le 3 mai, ma mère dans le hall criant sur le concierge de nuit, brandissant une fausse clé de rechange qui ne correspondait même pas à la marque de ma porte. Le 12 mai, à 3:30 heures du matin. C'était le pire. Pénélope s'est présentée avec un homme étrange que je ne reconnaissais pas. Il tenait un lourd pied de biche en métal. L'audio a capté Pénélope chuchotant clairement, une fois que nous l'aurons forcé, nous pourrons simplement changer les serrures et dire que nous faisions un contrôle de bien-être. L'homme a en fait levé le pied de biche vers le cadre de ma porte, prêt à frapper. Mais ensuite, il a repéré la lumière rouge incandescente de la caméra de sécurité montée au-dessus de lui. Il a attrapé le bras de Pénélope, a pointé agressivement l'objectif, et ils ont tous les deux couru dans le couloir vers les escaliers de secours. Valérie a regardé les images dans un silence absolu. Elle a appuyé sur pause à l'image exacte où le pied de biche était levé. Geneviève, dit doucement Valérie, sa voix portant un poids lourd et sérieux. Ce n'est plus seulement un conflit de propriété civile. C'est une tentative de cambriolage documentée et organisée. Nous avons compilé les 17 incidents de tentative d'entrée non autorisée. Nous avons imprimé les traces de protocoles Internet prouvant la falsification. Nous avions tout relié dans de petits dossiers soignés et terrifiants. Nous étions prêtes pour le tribunal. L'audience était prévue pour la mi-juin au tribunal supérieur du comté de King. J'ai pris toute la journée de congé, j'ai mis un élégant costume sur mesure gris anthracite et je suis arrivé au palais de justice 30 minutes en avance. Je voulais être assise là, à la table de la défense, l'air parfaitement calme et pas du tout dérangé quand ma famille franchirait ses portes. Mes parents sont arrivés vêtus de vêtements stricts et formels, l'air incroyablement sinistre, comme s'ils assistaient à des funérailles pour leur propre dignité. Pénélope est entrée juste derrière eux, portant ce même jean déchiré et un haut court, complètement inconsciente de l'extrême gravité de la pièce. Elle a passé toute la période d'attente à prendre des autoportraits photographiques dans le couloir. La juge Sylvia Thornton était une femme sensée d'une 50aine d'années. Elle avait une réputation terrifiante au palais de justice pour détruire absolument les poursuites futiles et les avocats qui lui faisaient perdre son temps. Elle a feuilleté l'énorme pile de dossiers initiaux sur son bureau, a ajusté ses lunettes et a fusillé du regard Winston Carmichael. « Maître, a dit la juge Thornton, sa voix dégoulinant d'un scepticisme intense.
Il semble s'agir d'un litige de propriété où vos clients affirment avoir apporté une contribution financière massive, mais ils n'ont soumis exactement aucun relevé bancaire pour étayer cette affirmation. Voudriez-vous expliquer cette omission flagrante avant que nous n'allions plus loin? Winston Carmichael s'est levé, l'air visiblement nerveux, et s'est lancé dans un discours désespéré et décousu sur le sacrifice parental. Il a parlé de la façon dont mes parents m'avaient nourri et habillé pendant 18 ans et comment cet investissement de toute une vie leur donnait le droit de bénéficier de ma richesse actuelle. Il a dépeint Pénélope comme une jeune femme en difficulté et vulnérable qui avait désespérément besoin de stabilité et m'a dépeinte comme une cadre de la technologie cupide et sans cœur accumulant les ressources de sa propre chair et de son propre sang. La juge Thornton l'a laissé terminer son monologue émotionnel sans l'interrompre. Puis elle a tourné son regard perçant vers Valérie. Réponse. Valérie s'est levée, l'air complètement détendu et entièrement maîtresse de la situation. Votre honneur, tout l'argument de la partie demanderesse se résume au concept absurde selon lequel, parce qu'ils ont élevé leur fille, ils possèdent légalement ses actifs. Selon cette logique, chaque parent de ce pays pourrait saisir les comptes bancaires de ses enfants adultes. Mais nous n'avons pas besoin de débattre de philosophie aujourd'hui. Nous avons des preuves concluantes et indéniables. Valérie a connecté son ordinateur portable à l'écran d'affichage du tribunal. Elle a systématiquement montré à la juge mes déclarations de revenus, mes fiches de paie et les virements bancaires, prouvant sans l'ombre d'un doute que chaque centime utilisé pour acheter ce pantouse était le mien. Puis elle a affiché les journaux de traces de protocole Internet, démontrant clairement que mes parents avaient falsifié les courriers électroniques depuis leur propre routeur domestique. J'ai vu Winston Carmichael se pencher et chuchoter furieusement à mon père. Mon père avait l'air de vouloir physiquement vomir. Il n'avait clairement pas parlé de la falsification à son propre avocat, mais le coup de grâce a été la compilation de vidéos. Valérie a diffusé les images de sécurité. Toute la salle a regardé Pénélope essayer de crocheter la serrure. Ils ont regardé ma mère harceler le concierge. Ils ont regardé l'homme inconnu lever le lourd pied de biche en métal. La juge Thornton s'est tellement penchée en avant sur son banc que j'ai cru qu'elle allait vraiment se lever. Est-ce une tentative de cambriolage que je regarde sur mon écran, a-t-elle exigé, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Oui, votre honneur, a confirmé Valérie avec aisance. 17 tentatives distinctes des plaignants de s'introduire illégalement dans le domicile de ma cliente après avoir déposé cette même plainte. Ma mère s'est soudainement levée de sa chaise, pleurant de manière hystérique, abandonnant tout décorum de salle d'audience. C'est notre fille. Nous l'avons élevée. Elle nous doit ça. Madame, asseyez-vous et taisez-vous. La juge Thornton a frappé si fort avec son lourd marteau en bois que ça m'a fait sursauter. Vous ne vous rendez aucun service. Pénélope, réalisant enfin que les choses tournaient au désastre, a commencé à se plaindre bruyamment. C'est tellement injuste. Geneviève a tout cet argent et je n'ai rien. Elle est censée partager avec sa famille. La juge Thornton a regardé Pénélope avec un dégoût absolu et non filtré. Jeune fille, les actifs durement gagnés par votre sœur ne sont pas des biens communautaires que vous pouvez réclamer simplement parce que vous les voulez. Le besoin ne crée pas de propriété légale. La juge n'a même pas eu besoin de se retirer dans ses appartements pour prendre une décision. Elle a statué depuis le banc, sur le champ. Cette action en justice est rejetée avec un préjudice extrême, a annoncé la juge Thornton, sa voix tranchante comme du verre brisé. Les plaignants ont présenté des preuves fabriquées et se sont livrés à ce qui semble être du harcèlement criminel. Les plaignants sont par la présente condamnés à payer les frais de justice de la défenderesse s'élevant exactement à 47 000 € dans les 90 jours. Pénélope a complètement perdu la tête. Elle a commencé à crier à plein poumon. Du mascara noir coulait sur son visage, me pointant violemment du doigt de l'autre côté de la pièce. Tu as ruiné notre famille. Ce pantouse devrait être à moi. Tu ne le mérites pas. La juge a fait signe à l'huissier immédiatement. Faites-la sortir de ma salle d'audience, a-t-elle ordonné. 2 officiers de justice armés ont attrapé Pénélope par les bras et l'ont traînée dans le couloir. Les lourdes portes en bois se sont refermées, coupant brusquement ses cris, laissant mes parents assis dans un silence stupéfait et horrifié. Nous avions gagné. Le silence absolu dans la salle d'audience après que Pénélope eût été physiquement traînée dehors par les huissiers a été le plus beau son que j'ai entendu en 28 ans. Mes parents sont restés complètement figés à leur table, le regard vide. Winston Carmichael, leur avocat, rangeait agressivement ses dossiers dans sa mallette, refusant même de les regarder.
Il avait été profondément humilié devant une juge respectée parce que ses clients lui avaient menti et il en avait clairement fini avec la famille Lancaster. Valérie a touché légèrement mon épaule, m'a fait un signe de tête victorieux et complice, et nous sommes sortis ensemble par la sortie latérale. Je suis sorti dans la lumière éclatante du soleil de Seattle, j'ai pris une profonde inspiration purificatrice de l'air humide de la ville et j'ai senti un poids physique énorme se soulever de ma poitrine. Mais les gens qui ressentent un sentiment d'ayant droit profond et toxique acceptent rarement la défaite avec grâce. Les psychologues appellent cela une explosion d'extinction. C'est un phénomène où un comportement toxique s'intensifie temporairement jusqu'à des niveaux extrêmes et désespérés juste avant de s'éteindre enfin simplement parce que la limite tient bon. Ma famille était sur le point d'exploser de façon spectaculaire. La réalité financière brutale de la décision de la juge les a frappés rapidement et durement. Ils avaient exactement 90 jours pour me payer 47 000 € de frais de justice. Quelques semaines plus tard, ma tante Linda, la sœur de ma mère, m'a appelé. Elle avait été la seule parente qui était toujours restée discrètement neutre pendant mon enfance, ne prenant jamais parti. Mais voir les documents du tribunal et entendre parler de la falsification l'avait finalement fait changer d'avis. Geneviève, a dit tante Linda, la voix étouffée et anxieuse au téléphone. J'ai pensé que tu devrais savoir. Tes parents sont dans une crise financière totale. Ils ont dilapidé le peu d'économies qu'ils avaient juste pour payer les honoraires de Carmichael. Pour payer les frais ordonnés par le tribunal, ils ont dû contracter une deuxième hypothèque à taux d'intérêt élevé sur leur maison de banlieue. Je l'ai écouté, ne ressentant absolument rien, ni culpabilité, ni joie, juste le traitement froid et logique des conséquences naturelles. Il se noie, Geneviève, a-t-elle poursuivi, semblant sincèrement triste. Ton père a dû sortir de sa retraite. Il a pris un emploi à temps partiel dans le rayon bois d'un magasin de bricolage juste pour payer les nouvelles mensualités de l'hypothèque. J'ai remercié tante Linda pour l'information et j'ai raccroché le téléphone. Je me suis dirigé vers les baies vitrées de mon salon, je me suis versé un grand verre de vin rouge coûteux, et j'ai regardé les traversiers traverser les eaux sombres de la baie. Ils avaient méticuleusement creusé leur propre tombe pendant 28 ans. Je refusais simplement d'y sauter avec eux. Pénélope, cependant, a décidé que si elle ne pouvait pas voler ma maison par le système légal, elle volerait de l'argent sur le réseau mondial en jouant la victime tragique ultime. Un collègue de mon entreprise technologique m'a envoyé un lien un matin avec un message très inquiet. Pénélope avait créé une campagne GoFundMe. Le titre était écrit tout en majuscules. Le tribunal de la famille a volé ma maison. J'ai cliqué sur le lien et lu la description. C'était une histoire follement fabriquée et incroyablement dramatique sur la façon dont sa sœur maléfique, cadre technologique millionnaire et avare, lui avait promis un endroit sur où vivre, seulement pour la poursuivre malicieusement en justice. Falsifier des documents et soudoyer un juge corrompu pour la jeter à la rue. Elle a publié mon nom légal complet, le quartier exact où je vivais, et une photo d'elle très éditée et modifiée, l'air incroyablement triste et mal nourri. Elle suppliait le public de lui donner 50 000 € pour l'aider à se loger et à se remettre du grave traumatisme émotionnel que je lui avais soi-disant causé. J'ai immédiatement pris des captures d'écran détaillées de la page entière et je les ai envoyées directement à Valérie. Valérie n'a même pas pris la peine de déposer une requête légale au tribunal. Elle a juste envoyé un courrier électronique au ton sévère directement au service juridique de GoFundMe, joignant la décision officielle de la juge Thornton et un avis formel de diffamation. La campagne a été définitivement supprimée dans les 2 heures pour violation des conditions de service strictes de la plateforme concernant la fraude et le harcèlement. Pénélope avait réussi à récolter exactement 340 € auprès de quelques inconnus crédules avant que le site ne bloque les fonds et ne rembourse les donateurs. Pénélope a fait une énorme crise de colère sur ses réseaux sociaux, pleurant sur la façon dont l'élite riche contrôle l'information et censure la vérité. Elle perdait rapidement le contrôle, et la pire chose absolue pour elle était que mes parents n'avaient plus l'argent pour amortir sa chute. Mes parents étaient totalement incapables d'introspection. Face aux conséquences catastrophiques de leurs propres actions, leurs esprits se sont automatiquement brouillés pour trouver un bouc émissaire. Puisque je m'étais retiré définitivement de ce rôle, ils ont braqué leur viseur sur la prochaine cible disponible. Ils ont décidé de poursuivre leur propre avocat. J'ai reçu une lettre officielle et très formelle du cabinet d'avocats de Winston Carmichael fin octobre. Il m'informait, par pure courtoisie professionnelle, qu'Harrison et Béatrice Lancaster avaient officiellement déposé une plainte pour faute professionnelle contre lui auprès de l'association du barreau de l'État. Mes parents affirmaient qu'une représentation légale inadéquate leur avait fait perdre le procès immobilier.
Ils voulaient que Winston paie le jugement de 47 000 € plus des dommages supplémentaires pour leur grave détresse émotionnelle. C'était un document de 40 pages de pure illusion concentrée, blâmant tout le monde dans l'univers sauf eux-mêmes. La réponse officielle de Winston à l'association du barreau a été absolument dévastatrice. Il a soumis des notes détaillées de chaque réunion avec les clients où il les avait explicitement avertis que leur dossier était faible. Il a joint des correspondances où il les avait pratiquement suppliés de fournir de vraies preuves de leur prétendue contribution de 640 000 €, auxquelles ils avaient répondu par de vagues diatribes sur la façon dont la famille soutient la famille. Il a inclus le moment exact de la phase de découverte où il a appris l'existence des tentatives d'effraction, notant qu'il avait fortement recommandé un retrait immédiat, ce que mes parents avaient rejeté avec colère. L'association du barreau de l'État a mis moins de 60 jours pour rendre une décision. La plainte pour faute professionnelle a été rejetée avec un avis écrit déclarant que la demande était totalement dénuée de fondement et frôlait une conduite passible de sanction. Ils ont noté qu'aucun avocat sur Terre n'aurait pu gagner une affaire basée sur des documents fabriqués et une tentative de cambriolage. Mes parents ont été condamnés à payer 2 500 € pour les frais d'enquête de l'association du barreau. Alors que leur situation financière continuait de se détériorer, les conséquences sociales les ont finalement rattrapés. Noël approchait et tante Linda m'a invité à sa fête annuelle. Elle avait spécifiquement et explicitement annulé l'invitation de mes parents et de Pénélope après qu'ils eurent essayé de conditionner leur présence à mon exclusion. Tante Linda leur a dit que c'était sa maison et que s'ils ne pouvaient pas se comporter comme des adultes civilisés, ils pouvaient rester seuls chez eux. Je suis allé à cette fête vêtu d'une magnifique robe émeraude, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. 15 membres de la famille étaient présents. Beaucoup d'entre eux avaient historiquement pris le parti de mes parents ou simplement fermé les yeux sur le favoritisme flagrant. Mais les dossiers judiciaires sont publics et les rumeurs se propagent vite. Presque toutes les personnes m'ont approché en privé près de la table des desserts ou près de la cheminée pour s'excuser. Ils se sont excusés de ne pas avoir reconnu le favoritisme plus tôt, de ne pas avoir parlé quand ils ont vu mes parents me maltraiter, et d'avoir brièvement cru aux mensonges de mes parents au sujet du Pentouse. Mon oncle, qui avait toujours été le confident le plus proche de mon père, m'a pris à part. Il m'a dit que mon père l'avait appelé pour lui demander un prêt de 20 000 €, affirmant que je les avais ruinés financièrement par pure rancune. Mon oncle m'a regardé et a dit, « J'ai dit à ton père que j'avais lu les documents du tribunal. Je lui ai dit qu'il s'était ruiné lui-même en poursuivant sa propre fille pour une propriété qui ne lui appartenait pas. » Il m'a raccroché au nez. Nous ne nous sommes plus parlé depuis. Cette conversation a ressemblé à une véritable justification. Ce n'était pas seulement la victoire juridique, mais le moment où ma famille élargie a enfin ouvertement reconnu la réalité que j'avais vécue. La dynamique de l'enfant en or contre le bouc émissaire avait été visible pour tout le monde pendant des décennies. Ils avaient simplement choisi de ne pas la remettre en question. Maintenant, ils ne pouvaient plus la nier car elle avait été légalement documentée, prouvée devant un tribunal et validée par un juge. Pénélope ne pouvait tout simplement pas supporter le fait que le monde avançait sans elle au centre. Elle avait été renvoyée d'un énième emploi dans le commerce de détail juste avant les fêtes pour absence excessive et dispute avec son responsable. Elle était au chômage, complètement fauchée, et vivait dans une maison tendue avec des parents qui ne pouvaient plus se permettre de financer son style de vie. Le jour de la Saint-Valentin, elle a décidé de chercher de l'attention de la seule façon qu'elle connaissait. Elle a publié une diatribe massive et déséquilibrée sur sa page Facebook publique. C'était un long essai détaillant exactement comment j'avais volé son avenir et ruiné sa vie. Elle a beaucoup écrit sur le Pentouse de luxe qu'on lui avait promis, le procès que des juges corrompus avaient injustement rejeté, et sa pauvreté actuelle, dont elle prétendait qu'elle était entièrement, à 100%, de ma faute. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a identifié mon nom complet. Elle a identifié la page officielle de l'entreprise technologique où je travaillais. Elle a publié le nom de mon immeuble résidentiel. Et elle a identifié plusieurs de nos proches communs. Elle m'a traité de voleuse, de sociopathe et d'escroc. C'était amer. C'était pathétique. Et surtout, c'était hautement passible de poursuites judiciaires. J'ai pris des captures d'écran haute résolution de chaque paragraphe, de chaque identification et de chaque commentaire avant qu'elle ne le supprime inévitablement. J'ai envoyé tout le paquet à Valérie. Valérie m'a rappelé dans les 10 minutes. Elle semblait sincèrement amusée. C'est de la diffamation typique, a déclaré Valérie. Elle a fait de fausses déclarations publiques à votre sujet qui pourraient nuire activement à votre réputation professionnelle dans l'industrie de la technologie.
Nous pouvons demander une ordonnance restrictive dès maintenant sans attendre qu'elle se présente à votre porte avec un autre pied de biche. Nous avons déposé les documents immédiatement. L'audience pour l'ordonnance restrictive a été beaucoup plus simple que le procès pour la propriété. Nous avons été assignés au juge Alistair Grave, un homme plus âgé qui n'avait absolument aucune patience pour les drames sur les réseaux sociaux. Valérie a présenté les publications de Pénélope, les images de sécurité précédentes des tentatives d'effraction et le schéma clair d'escalade du harcèlement. Pénélope s'est réellement présentée au tribunal sans avocat. Elle s'est tenue au podium et a essayé de faire valoir que sa publication n'était que de la liberté d'expression concernant ses problèmes familiaux difficiles. Le juge Grave a lu sa publication Facebook à haute voix dans la salle d'audience silencieuse. Chaque accusation me traitant de voleuse, chaque affirmation concernant la propriété promise, chaque insulte. Quand il a fini de lire, il a enlevé ses lunettes et l'a regardé. Mademoiselle Lancaster, a dit le juge Grave, sa voix grave et sévère. Vous étiez partie à un procès où ces mêmes allégations ont été complètement rejetées. Un juge a statué de manière définitive que votre sœur est propriétaire de son bien libre de toute charge. Maintenant, vous la traitez publiquement de voleuse et essayez de nuire à son emploi. Ce n'est pas de la liberté d'expression. C'est de la diffamation et du harcèlement ciblé. Pénélope a essayé de discuter, sa voix s'élevant dans ses gémissements habituels. Mais ce n'est pas juste. Elle a tout. Le juge Grave l'a coupé instantanément. Votre situation financière ne concerne pas ce tribunal, et cela ne vous donne absolument pas le droit de harceler votre sœur. J'accorde une stricte ordonnance restrictive de 2 ans. Il vous est interdit de contacter Geneviève Lancaster directement ou indirectement. Pas d'appel téléphonique, pas de courriers électroniques, pas de messages textes, pas de publications sur les réseaux sociaux à son sujet, et absolument aucun contact par un tiers. Vous devez rester à 500 pieds d'elle à tout moment. Si vous violez cette ordonnance, cela entraînera des poursuites pénales immédiates. Comprenez-vous? Pénélope a commencé à pleurer, de vraies larmes cette fois, lorsque l'huissier lui a remis les papiers. 1 mois plus tard, le coup de grâce est tombé sur la crise financière de mes parents. Incapables de faire face à la 2e hypothèque qu'ils avaient contractée pour payer mes frais de justice, ils ont été forcés de vendre leur maison de banlieue pour éviter la saisie. Ils ont à peine récolté de quoi rembourser leurs dettes et acheter un minuscule appartement exigu de 2 chambres dans un quartier beaucoup moins désirable à 1 heure de la ville. Les 3 étaient maintenant piégés dans une petite boîte ensemble. 2 personnes qui avaient rendu possible un monstre, et le monstre qu'ils avaient créé. Ma vie professionnelle était complètement protégée du feu de poubelle chaotique de ma famille biologique. En mai, on m'a offert une promotion massive. Le conseil d'administration m'a sélectionné pour le poste de vice-présidente de l'ingénierie. C'était un rôle pour lequel je travaillais discrètement depuis des années, mais le voir sur papier était tout de même choquant. Le plan de rémunération était faramineux. Mon salaire de base a été augmenté à 520 000 € par an, plus des primes de performance et une énorme attribution d'options d'achat d'actions qui seraient acquises sur 4 ans. Si l'entreprise entrait en bourse comme prévu, ces options vaudraient des millions. Mes entrées dans ce bureau d'angle en verre a déclenché quelque chose de profondément enfoui en moi. Le syndrome de l'imposteur m'a frappé comme un train de marchandises. Je me suis retrouvé assise dans des réunions de direction, regardant les gens brillants autour de moi, et attendant que quelqu'un me tape sur l'épaule et me démasque comme une fraudeuse. J'ai commencé à travailler 80 heures par semaine juste pour prouver que je méritais d'être là. J'ai commencé à voir une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux. Elle m'a aidé à comprendre le fait que ce doute persistant était le résultat direct d'avoir grandi dans une maison où l'on me disait constamment que j'avais moins de valeur. Quand vos parents passent 28 ans à agir comme si vos réalisations étaient des accidents et que votre existence était un fardeau, votre cerveau se câble physiquement pour s'attendre à l'échec. J'ai dû consciemment, douloureusement réécrire ce code. Pendant ce temps, Pénélope ne pouvait pas supporter le silence. L'ordonnance restrictive lui interdisait explicitement de me contacter ou de publier à mon sujet, mais son obsession avait muté. Je l'ai découvert lorsqu'un collègue a mentionné avoir vu des commentaires étranges sur la page LinkedIn officielle de mon entreprise célébrant ma promotion. Je me suis connecté et j'ai vérifié. Quelqu'un avec le nom d'utilisateur Pennylan avait commenté « Le népotisme et le vol de la famille ont construit cette carrière sous mon annonce ». J'ai su instantanément de qui il s'agissait. Je l'ai documenté, pris une capture d'écran et l'ai signalé à LinkedIn pour harcèlement via un faux compte. Le profil a été supprimé dans les 24 heures. Mais Pénélope n'avait que du temps.
3 jours plus tard, un autre compte est apparu. Cette fois, c'était un compte nommé V. Benjamin postant sur des articles de l'industrie concernant les salaires dans la technologie, laissant des commentaires sur la façon dont certains dirigeants réussissent en volant leurs pauvres familles. J'ai également signalé celui-là. C'est devenu un modèle bizarre et pathétique. Elle créait un faux compte. Je le trouvais, faisait une capture d'écran et le signalait. Il était supprimé. Elle en créait un autre. J'ai créé un dossier crypté dédié sur mon ordinateur portable personnel juste pour stocker les captures d'écran. Valérie m'a conseillé de tenir des registres méticuleux mais de ne m'engager en aucune circonstance. Elle viole l'ordonnance restrictive avec ce contact indirect, a expliqué Valérie autour d'un café. Mais la police agit rarement sur les faux comptes à moins qu'il n'y ait une menace physique directe. Continuez à monter le dossier. Quand elle finira par passer à la vitesse supérieure, et elle le fera, nous lui ferons tomber une montagne de preuves dessus. Au cours des 6 mois suivants, le dossier s'est étoffé. À la fin de l'année, j'avais documenté exactement 43 faux comptes distincts. 43 fantômes hantant les bords numériques de ma vie, essayant désespérément de me ramener dans la boue avec eux. Mais je continuais à grimper plus haut. Septembre a apporté une complication inattendue et terrifiante qui menaçait tout ce que j'avais construit. J'étais assise à mon bureau en train d'examiner des diagrammes d'architecture quand mon téléphone a sonné. C'était l'avocat général de l'entreprise me demandant de venir immédiatement dans la salle de conférence de la direction. Quand je suis entré, l'avocat général et la vice-présidente des ressources humaines étaient assis à la longue table. Entre eux se trouvait une épaisse enveloppe manie sans marque. Mon estomac s'est noué. Je savais exactement à quoi ressemblait cette enveloppe. Quelqu'un a envoyé ceci anonymement à la salle de courrier de notre siège social ce matin, a déclaré l'avocat général, sa voix soigneusement neutre. C'était adressé directement au conseil d'administration. Il a fait glisser le contenu sur la table. C'était une énorme pile de papiers imprimés. Quelqu'un avait imprimé chaque document judiciaire du procès de propriété de ma famille, mais il les avait édités de manière très malveillante. Ils avaient noirci la décision finale de la juge et avaient inséré de fausses lettres dactylographiées affirmant que j'étais gravement instable mentalement en raison de violents conflits familiaux. La lettre suggérait que j'étais une menteuse pathologique, que je faisais l'objet d'une enquête criminelle pour maltraitance envers les personnes âgées, et que j'étais complètement inapte à la direction d'une entreprise. Je me suis assise dans cette salle de conférence froide, sentant la chaleur humiliante monter à mes joues, et j'ai expliqué l'histoire de ma famille pour la 2e fois en 2 ans. J'ai fourni tout le contexte concernant le procès, l'ordonnance restrictive et le schéma de harcèlement via les 43 faux comptes de réseaux sociaux. J'ai ouvert mon disque sécurisé en nuage et je leur ai montré les décisions de justice réelles et non éditées, signées par la juge Thornton et le juge Grave. Ils étaient compatissants, mais je pouvais voir la profonde inquiétude de l'entreprise dans leurs yeux. Un vice-président impliqué dans un drame public et désordonné est une responsabilité. Je me suis porté volontaire pour démissionner sur le champ. Je leur ai dit que je refusais de laisser ma famille toxique nuire à la réputation de l'entreprise ou nous distraire de nos objectifs d'ingénierie. La présidente directrice générale, qui avait appelé à la réunion à distance, a pris la parole via le haut-parleur. « Absolument pas », a-t-elle dit fermement. « Nous vous avons embauché sur la base de vos compétences exceptionnelles et de vos antécédents en matière de résultats. La campagne de harcèlement psychotique de votre famille n'est pas de votre faute, et cela n'affectera pas votre poste ici. Mais nous devons nous assurer que cela ne dégénère pas en danger physique dans nos bureaux. » L'entreprise a immédiatement engagé un consultant privé en sécurité d'entreprise pour évaluer le niveau de menace. Il a tout examiné et a conclu qu'il s'agissait d'une tentative d'atteinte à la réputation, et non d'une menace physique imminente. Valérie, cependant, était furieuse. « C'est du harcèlement criminel et potentiellement du harcèlement criminel grave », a-t-elle dit. Il contacte votre employeur avec de faux documents destinés à détruire votre carrière. Nous avons déposé des plaintes officielles auprès du département de police de Seattle cet après-midi-là. L'inspecteur chargé de l'affaire a demandé toute ma documentation, mais l'enquête avançait d'une lenteur angoissante. L'adresse de retour sur le colis était fausse. Le cachet de la poste montrait qu'il avait été envoyé depuis un bureau de poste aléatoire dans une ville complètement différente. L'écriture sur l'étiquette était soigneusement imprimée en lettres majuscules. L'évaluation de l'inspecteur était qu'il s'agissait probablement de mes parents travaillant ensemble ou de Pénélope utilisant un ami pour l'envoyer. Mais sans image de vidéosurveillance de ce bureau de poste spécifique,
prouver exactement quel membre de la famille avait physiquement déposé l'enveloppe dans la fente à courrier était presque impossible. Je devais vivre avec le sentiment paranoïaque que ma famille était là, dans le noir, observant constamment mes mouvements de carrière, préparant la prochaine tentative de sabotage de ma vie. La frustration de ne pas avoir réussi à me faire renvoyer les a poussés vers un nouvel extrême. En octobre, un collègue m'a envoyé un message direct avec juste un lien et un point d'interrogation. J'ai cliqué dessus et mon sang s'est glacé. Quelqu'un avait créé un site web d'apparence professionnelle. Le nom de domaine était littéralement tetrutaboutgenevièvelancaster.com. La page d'accueil présentait ma photo d'entreprise professionnelle volée directement sur mon profil LinkedIn avec de vieilles photos de famille peu flatteuses de mon enfance. Le site était rempli d'informations complètement fabriquées et sauvagement déformées sur le procès. Il affirmait que j'avais manipulé les procédures judiciaires en couchant avec des avocats. Il affirmait que mes parents m'avaient donné les économies de toute leur vie et que je les avais remboursées en engageant des voyous pour les intimider. Il déclarait comme un fait que j'avais falsifié les images de sécurité et soudoyé les responsables de l'immeuble. La page d'information affirmait que le site était géré par une coalition de citoyens inquiets qui me connaissaient personnellement et voulaient avertir l'industrie technologique de mes tendances sociopathiques. Mais la formulation, les griefs spécifiques, les plaintes interminables sur l'équité, c'était évidemment ma famille. Le site web violait de multiples lois, diffamation, fausse lumière, invasion de la vie privée et cyberharcèlement. Valérie a immédiatement intenté une action en justice d'urgence contre les opérateurs anonymes du site tout en demandant simultanément une ordonnance de retrait d'urgence à l'hébergeur du site web. L'hébergeur a refusé de le retirer sans ordonnance du tribunal, invoquant la liberté d'expression. Nous avons obtenu cette ordonnance du tribunal dans les 48 heures. Le juge grave a examiné le contenu du site avec mon énorme dossier de documentation de harcèlement continu. Son ordonnance officielle à l'hébergeur était cinglante, qualifiant le site de contenu diffamatoire et infondé clairement et malicieusement destiné à nuire à la réputation professionnelle de la plaignante. Le site a été désactivé 3 jours après son lancement, mais les dommages sur Internet sont permanents. Des captures d'écran avaient circulé. Plusieurs personnes de mon réseau professionnel m'ont envoyé des liens me demandant si je l'avais vu. Je devais expliquer encore et encore que c'était du harcèlement ciblé de la part d'une famille éloignée et mentalement instable. Chaque explication donnait l'impression d'arracher une blessure cicatrisée. L'enquête médico-légale sur la création du site web a révélé qu'il avait été enregistré à l'aide d'un service mandataire outre-mer gratuit qui cachait la véritable identité du propriétaire. Le paiement de l'hébergement avait été effectué avec une carte prépayée achetée en espèces. La configuration initiale avait été effectuée depuis un ordinateur public de bibliothèque. Quelqu'un avait mûrement réfléchi à la manière d'éviter l'identification. Ce n'était pas une explosion émotionnelle impulsive. C'était un sabotage planifié, méthodique et calculé. Mais les personnes arrogantes font toujours des erreurs. Ils veulent toujours s'attribuer le mérite de leur travail destructeur. En novembre, Pénélope a publié sur son compte Instagram privé surveillé. La légende disait, agissant enfin pour obtenir justice après 2 ans de silence par des tribunaux corrompus. La vérité finit toujours par éclater. À la publication était jointe une capture d'écran de la page d'accueil du site web désormais disparu. Elle l'avait publiée pendant que le site était en ligne, se vantant de son chef-d'œuvre auprès de son petit cercle d'abonnés. Elle avait essentiellement avoué le crime publiquement, croyant apparemment que son compte privé était sûr et que le service mandataire outre-mer la rendait légalement intouchable. J'ai pris des captures d'écran de la publication avant qu'elle ne puisse la supprimer et je les ai immédiatement transmises à Valérie. Valérie les a envoyées directement à l'inspecteur de la police de Seattle. L'inspecteur a contacté Pénélope par téléphone. Selon le rapport de police, Pénélope a d'abord nié toute implication. Puis, confrontée à la capture d'écran, elle a affirmé qu'elle n'avait fait que partager un lien que quelqu'un d'autre lui avait envoyé. Finalement, après une heure d'interrogatoire, elle s'est effondrée et a admis avec colère qu'elle avait aidé à construire le contenu parce que quelqu'un devait dire au monde la vérité sur sa sœur. Cet aveu a été le dernier clou de son cercueil. Combiné au schéma de harcèlement de 2 ans, aux 43 faux comptes et aux faux documents envoyés à mon employeur, le bureau du procureur a accepté de porter des accusations. Un mandat d'arrêt a été émis contre Pénélope Lancaster. Pénélope a été arrêtée dans le petit appartement de ses parents 2 jours avant Thanksgiving. Selon le rapport de police, elle a crié, s'est battue avec les officiers et a dû être physiquement portée jusqu'à la voiture de patrouille menottée pendant que ma mère gémissait sur la pelouse.
Ma tante Linda m'a appelé en pleurant après avoir vu le casier judiciaire en ligne. C'est allé trop loin, Geneviève, a-t-elle plaidé. Pénélope est dans une cellule de prison. Tes parents sont hors d'eux. Ils sont vieux et malades de stress. Peux-tu s'il te plaît appeler le procureur et abandonner les charges? Régler cela en famille. J'ai ressenti une poussée de colère froide et endurcie que je réprimais depuis des mois. Tante Linda, ai-je dit, la voix dangereusement calme. Ils m'ont poursuivi pour une propriété que j'ai achetée moi-même. Ils ont essayé de s'introduire chez moi avec un pied de biche. Ils ont envoyé de fausses lettres au conseil d'administration de mon entreprise pour essayer de détruire ma carrière. Ils ont créé un site web m'accusant de crime. À quel moment précis régler cela en famille cesse-t-il d'être ma responsabilité? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Tu as raison, a-t-elle finalement chuchoté. Je suis désolé. Je déteste juste voir tout le monde souffrir. Je ne souffre pas, lui ai-je dit fermement. Je m'épanouis malgré leurs tentatives incessantes de me détruire. Ils souffrent parce que les conséquences ont enfin rattrapé leur comportement. La mise en accusation de Pénélope était prévue pour le début du mois de décembre. Elle a comparu devant un juge via un flux vidéo depuis la prison du comté, l'Eragar, portant une combinaison orange et pleurant de manière incontrôlable. Elle a plaidé non coupable des accusations de cyberharcèlement et de harcèlement criminel. La caution a été fixée à 50 000 €. Mes parents ont immédiatement versé la caution requise de 10%, vidant complètement leurs dernières économies d'urgence désespérées pour ramener leur enfant en or à la maison. Le juge a accordé des conditions de libération strictes, aucun contact avec moi, remise de tous les appareils électroniques et aucun accès à Internet. Mais l'examen médico-légal préliminaire du téléphone et de l'ordinateur portable confisqué de Pénélope a révélé bien plus que ce à quoi je m'attendais. Les inspecteurs ont trouvé la preuve irréfutable qui prouvait qu'elle n'avait pas agi seule. Ils ont découvert un énorme fil de messages textes non supprimés entre Pénélope et ma mère. Le fil remontait à plusieurs mois. Dedans, ma mère encourageait explicitement Pénélope à me faire comprendre ce que j'avais fait à la famille. Pire, c'était ma mère qui avait cherché les noms exacts des membres du conseil d'administration de mon entreprise et qui avait fourni l'adresse postale de l'entreprise pour que Pénélope puisse envoyer les faux documents. Ma mère avait activement discuté de stratégies pour exposer mes mensonges à l'industrie technologique. Le fil de discussion montrait au minimum la pleine connaissance de ma mère du harcèlement criminel. Au maximum, il prouvait qu'elle était une participante active et volontaire au complot visant à détruire ma vie. Le procureur n'a pas hésité. Il a déposé des accusations criminelles supplémentaires contre ma mère en tant que complice de harcèlement criminel. Un autre mandat d'arrêt a été émis. Une autre comparution humiliante devant le tribunal a suivi. Mon père a plaidé l'ignorance complète de tout cela, jurant à la police que sa femme et sa fille l'avaient entièrement tenu dans l'ignorance. Mais les relevés téléphoniques montraient qu'il avait eu de longs appels avec les deux pendant les périodes exactes où le harcèlement était activement planifié. Le procureur n'a finalement pas porté d'accusation contre lui en raison du manque de preuves écrites, mais il a été officiellement répertorié comme un co-conspirateur non inculpé. Je me suis assise au dernier rang de la salle d'audience pour la mise en accusation de ma mère. Elle paraissait 20 ans de plus qu'elle ne l'était lors de l'audience pour le procès de propriété quelques années auparavant. Ses cheveux étaient complètement gris, sa posture vaincue. Son défenseur public a fait valoir qu'elle était une femme âgée et confuse qui avait été manipulée par sa fille troublée. Le procureur s'est contenté de brandir les messages textes imprimés montrant une intention malveillante claire et une planification calculée. La caution a été fixée pour ma mère à 75 000 €. Mon père a dû s'adresser à un garant de caution à taux d'intérêt élevé, mettant probablement un privilège sur leur appartement juste pour garder sa femme hors d'une cellule de prison en attendant le procès. Ils avaient réduit toute leur vie en cendres juste pour essayer de roussir mes vêtements. Le procès pour les accusations de cyberharcèlement et de harcèlement de Pénélope a commencé en février de l'année suivante. Le procureur avait offert à ma mère un accord de plaidoyer pour éviter la prison compte tenu de son âge et de son absence d'antécédents criminels. Elle l'a accepté immédiatement. Elle a plaidé coupable de complicité de harcèlement. Sa sentence a été de 3 ans de probation stricte, de conseils psychiatriques obligatoires et d'une ordonnance de protection permanente et juridiquement contraignante lui interdisant de me contacter à nouveau. Elle s'est tenue devant le tribunal en sanglotant alors que le juge lui disait qu'encourager le comportement criminel de sa fille tout en y participant elle-même montrait un échec profond et dégoûtant du jugement parental. Pénélope, cependant, a refusé tout accord de plaidoyer.
Dans son esprit profondément arrogant, elle croyait toujours pouvoir convaincre un jury de 12 étrangers qu'elle était tout à fait justifiée de me terroriser. Elle a insisté pour aller jusqu'à un procès complet. Le dossier de l'accusation était méthodique, clinique et absolument dévastateur. Ils ont présenté l'énorme chronologie du harcèlement, en commençant par les tentatives d'effraction dans mon Pentouse, en passant par les 43 faux comptes, le courrier empoisonné envoyé à mon employeur, et en culminant avec le site web diffamatoire. Chaque incident était étayé par des captures d'écran, des images de sécurité et des données médico-légales de ses propres appareils. Pénélope a pris la barre contre le conseil désespéré de son avocat. Elle a immédiatement commencé à pleurer, racontant au jury une histoire tragique sur le fait de grandir dans mon ombre, de me voir tout obtenir pendant qu'elle luttait. Le procureur l'a détruite lors du contre-interrogatoire. Il lui a demandé de confirmer qui avait la plus grande chambre. Il a demandé qui avait payé ses études universitaires. Il a demandé qui recevait une allocation. Pénélope a été forcée d'admettre sous serment qu'elle avait reçu tous les avantages financiers et émotionnels que nos parents avaient à offrir, tandis que j'avais travaillé dans une épicerie pour acheter mon propre ordinateur portable. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle m'avait ciblé, la réponse de Pénélope a scellé son sort. Elle a dit, elle a pu être l'intelligente, celle qui a réussi. Tout le monde l'a félicitée pour sa carrière alors que je n'étais que la fille en difficulté. Elle me faisait paraître mauvaise rien qu'en existant. Le jury a délibéré pendant moins de 2 heures avant de rendre un verdict. Coupable de tous les chefs d'accusation. Lors de l'audience de détermination de la peine, j'ai exercé mon droit légal de victime de faire une déclaration d'impact. Je me suis tenu au podium dans un costume sur mesure et j'ai parlé directement au juge. Votre honneur, ai-je dit calmement. Pénélope Lancaster a passé des années à tenter de détruire ma réputation professionnelle, mon sentiment de sécurité physique et ma tranquillité d'esprit. Elle ne l'a pas fait parce que je lui avais fait du mal, mais parce que j'ai réussi là où elle a échoué. Elle a grandi en recevant tous les avantages tandis que j'étais traité comme une réflexion après coup. J'ai construit une carrière réussie grâce à mes propres efforts incessants. Elle voulait que j'échoue pour pouvoir se sentir mieux face à sa propre médiocrité. Je demande au tribunal d'imposer une peine qui reflète la gravité de ses actions malveillantes. Le juge grave a écouté, a hoché la tête et a prononcé la sentence. Il a noté son manque absolu de remords et son sentiment de droit obsessionnel. Il a condamné Pénélope à 18 mois dans la prison du comté, suivi de 3 ans de probation surveillée. Pénélope a crié lorsque les huissiers lui ont mis les menottes. Elle a hurlé que j'étais celle qui avait détruit la famille alors qu'il la traînait pour commencer à purger sa peine. 2 ans se sont écoulés depuis ce jour. Mes parents ont déclaré faillite totale peu après les procès criminels. La combinaison des frais d'avocat, des frais de justice, de l'épuisement des économies de retraite et des cautions les a détruits financièrement. Ils ont perdu leur appartement et ont été forcés de déménager dans un parc de maisons mobiles bon marché au Nevada pour survivre avec la sécurité sociale. Ils n'ont pas d'amis, pas de réputation et pas de fille. L'une est enfermée dans une cellule, et l'autre est partie pour de bon. Pendant ce temps, mon entreprise technologique est entrée en bourse au printemps dernier. Mes options d'achat d'actions acquises m'ont rapporté plus de 3 billions € après impôt. Ma valeur nette totale à 32 ans dépasse maintenant 8 billions €. J'ai fini de payer mon Pentouse de 3 billions € dans sa totalité. Le mois dernier, je me suis marié. Nous avons organisé la petite et élégante cérémonie juste ici dans mon salon, entouré de 30 amis proches et collègues qui m'aiment et me soutiennent sincèrement. Tante Linda était la seule parente biologique présente. Par temps clair, je me tiens sur mon balcon avec mon mari. Nous buvons du vin coûteux et regardons les traversiers glisser sur la baie d'Elliott alors que le soleil se couche derrière les montagnes olympiques. L'air est calme et paisible ici, au 18 étage. Je regarde autour de moi cette magnifique forteresse de verre et d'acier que j'ai construite de mes propres mains, de mon propre cerveau et de mon propre acharnement. Mes parents ont réclamé ma maison. Le juge a lu mes preuves, et ils ont tout perdu. Et je peux vivre avec cette belle et parfaite justification chaque jour de ma vie.